Ma fille a ramené son nouveau petit ami pour Noël. Tout semblait normal jusqu'à ce qu'il regarde l'ancienne photo au mur. Son visage a pâli et il a murmuré le nom de mon père, décédé il y a 7 ans. Puis il a mentionné la recette secrète de ma mère et le surnom que seule la famille connaissait. Mon sang s'est glacé quand il a dit que... Avant de continuer, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à commenter d'où vous nous écoutez en ce moment. Merci infiniment pour votre soutien. La neige tombait doucement sur Neuilly-sur-Seine ce soir-là. À travers les hautes fenêtres de ma demeure, je pouvais voir les flocons blancs danser sous les réverbères de l'avenue, créant une atmosphère presque irréelle. Le sapin de Noël que j'avais fait installer dans le grand salon scintillait de 1000 lumières dorées, projetant des ombres mouvantes sur les murs tapissés de soie ivoire. L'odeur du canard à l'orange mijotait depuis des heures dans la cuisine, se mêlant au parfum boisé du feu qui crépitait dans la cheminée en marbre. Je me tenais debout près de la fenêtre, une coupe de champagne millésimée à la main, observant la rue déserte. Mon reflet dans la vitre me renvoyait l'image d'une femme de 63 ans qui avait appris à maîtriser ses émotions, à les dissimuler sous une façade de parfaite élégance. Mes cheveux grisonnants, coiffés avec soin par mon coiffeur personnel, encadraient un visage aux traits encore fins. Le collier de perles hérité de ma grand-mère reposait sur ma robe de cocktail noir signée Dior. Tout en moi respirait le raffinement, le contrôle, la perfection. Mais ce soir, quelque chose tremblait sous cette surface glacée. Camille arrivait, ma fille, mon unique enfant. 28 ans d'amour inconditionnel, de sacrifices silencieux, de mensonges protecteurs. 28 Noëls où cette maison s'illuminait grâce à elle. Et ce soir, elle amenait quelqu'un. Un homme. Son nouveau petit ami dont elle m'avait parlé avec cette excitation dans la voix qui trahissait des sentiments profonds. Les phares d'une Peugeot grise apparurent au bout de l'avenue. Mon cœur se serra imperceptiblement. Je bus une gorgée de champagne pour calmer cette anxiété irrationnelle qui montait en moi. Pourquoi étais-je si nerveuse? Camille avait déjà eu des relations. Des garçons gentils, bien élevés, qui venaient dîner et disparaissaient ensuite de sa vie sans laisser de traces profondes. Mais cette fois, elle m'avait dit que c'était différent, que c'était sérieux. La voiture se gara devant le portail en fer forgé. Je reposai ma coupe et me dirigeai vers l'entrée, mes talons claquant sur le parquet ciré du couloir. Mon majordome, Georges, un homme discret qui travaillait pour moi depuis 15 ans, m'adressa un regard interrogateur. Je lui fis signe que je m'en occupais moi-même. J'ouvris la porte au moment précis où Camille descendait de la voiture. Le froid de décembre s'engouffra dans le vestibule, mais je ne le sentis pas. Mon regard était fixé sur ma fille. Elle portait un manteau en laine camel, ses longs cheveux châtains flottant librement sur ses épaules. Son sourire illuminait la nuit hivernale. Dieu, qu'elle était belle. Chaque fois que je la voyais, mon cœur se gonflait d'un amour si intense qu'il en devenait presque douloureux. Puis un homme sortit du côté conducteur. Grand, environ 32 ans, vêtu d'un jean noir et d'un pull en cachemire gris sous un pardessus élégant. Des cheveux bruns légèrement décoiffés par le vent, une barbe de 3 jours soigneusement taillée, des yeux sombres qui captaient la lumière des lampadaires. Il contourna la voiture avec une assurance tranquille et prit la main de Camille. Ils s'avancèrent ensemble vers la porte. « Maman !» s'exclama Camille en se précipitant dans mes bras. Je la serrai contre moi, respirant son parfum familier, ce mélange de vanille et de jasmin qu'elle portait depuis l'adolescence. Puis elle se recula, les yeux brillants d'enthousiasme. « Maman, je te présente Lucas. Lucas, voici ma mère, Véronique Lavelle. » Il s'avança avec un sourire charmant, presque timide. Sa main était chaude et ferme quand il saisit la mienne. « Enchantée, Madame Lavelle, » dit-il avec une voix grave et posée. « Madame, c'est beaucoup trop formel, » répondis-je en lui rendant son sourire. « Appelez-moi Véronique. »« Alors enchantée, Véronique. » Il se pencha légèrement et déposa un baiser courtois sur ma main, à l'ancienne mode française. Ce geste me surprit agréablement. Peu d'hommes de sa génération conservaient ces codes de politesse désuets. Nous entrâmes dans la maison. Georges prit leur manteau, tandis que je les guidais vers le grand salon. Camille bavardait joyeusement, racontant leur trajet depuis le centre de Paris,
les embouteillages sur les Champs-Élysées, la décoration de Noël qui illuminait toute la ville. Lucas marchait à ses côtés, souriant, acquiescent, posant une main protectrice dans le creux de son dos. Tout semblait parfaitement normal, jusqu'à ce moment. Lucas entra dans le salon et son regard balaya immédiatement la pièce, comme le font naturellement les gens qui découvrent un nouvel environnement. Ses yeux glissèrent sur le piano à queue près de la fenêtre, sur les fauteuils Louis XVI tapissés de velours bleu nuit, sur la collection de livres anciens alignés dans la bibliothèque en acajou. Puis son regard s'arrêta. Net. Sur le mur opposé, au-dessus de la cheminée, était accrochée une photographie dans un cadre doré. Une photo que j'avais fait encadrer il y a 7 ans, juste après sa mort. Henri Beaumont, mon défunt mari, souriant largement sur le pont d'un voilier, les cheveux ébouriffés par le vent marin, les yeux plissés par le soleil. Il portait ce polo bleu marine qu'il aimait tant, celui qu'il mettait lors de nos escapades à Antibes, et je vis Lucas se figer. La couleur quitta son visage, comme si on venait de lui arracher le sang des veines. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement. Sa main se crispa autour du verre de champagne que Georges venait de lui tendre. « Lucas » demanda Camille en le regardant avec inquiétude. « Ça va ?» Il ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restaient rivés sur la photographie, comme hypnotisés. Puis, dans un murmure à peine audible, il prononça un nom. Henri. Henri Beaumont. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu l'entendre craquer. Je sentis mon cœur manquer un battement. Camille fronça les sourcils, perplexe, regardant alternativement Lucas et moi. Georges, toujours discret, s'était retiré vers la cuisine, nous laissant seuls dans cette atmosphère soudainement glaciale. Je m'approchai lentement de Lucas, scrutant son visage devenu livide. Ses mains tremblaient imperceptiblement autour du verre de champagne. Une goutte de sueur perlait à sa tempe, malgré la température agréable du salon. « Vous connaissiez mon mari ?» demandai-je d'une voix que je m'efforçais de garder neutre. Lucas cligna des yeux, comme s'il sortait d'une transe. Il se tourna vers moi, et je vis dans son regard quelque chose qui ressemblait à de la panique mal dissimulée. « Oui. Enfin non. Pas personnellement, balbutia-t-il. Nous avons travaillé ensemble, il y a des années. Consultoria financière. C'était il y a longtemps. » Sa voix manquait de conviction. Chaque mot semblait lui coûter un effort considérable. Je l'observais avec une attention accrue. Henri était décédé il y a 7 ans. Lucas paraissait avoir tout au plus 32 ans. Cela signifiait qu'il aurait eu 25 ans à l'époque. Un jeune consultant débutant, peut-être. C'était plausible. Henri dirigeait une importante société de conseil en investissement. Il avait côtoyé des centaines de personnes au fil de sa carrière. Mais quelque chose dans l'attitude de Lucas ne collait pas. Ce n'était pas la réaction d'un ancien collègue tombant par hasard sur la photo d'un supérieur hiérarchique décédé. C'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus viscéral. « Lucas, tu ne m'avais jamais dit que tu connaissais papa », intervint Camille avec une légère pointe de reproche dans la voix. « Je ne savais pas que. Je veux dire, tu ne m'avais jamais montré de photo de lui. Et Beaumont, ce n'est pas ton nom de famille, alors je... » Il s'interrompit, se rendant compte qu'il s'enfonçait dans ses explications confuses. Camille portait mon nom de jeune fille, Lavelle, comme je l'avais décidé après l'adoption. Une décision purement administrative à l'époque, mais qui prenait aujourd'hui une résonance étrange. « Asseyons-nous », proposai-je en désignant les fauteuils disposés autour de la cheminée. « Le dîner ne sera pas prêt avant 1 heure. » Nous prîmes place. Camille s'installa sur le canapé, Lucas à ses côtés, visiblement mal à l'aise. Je choisis le fauteuil en face d'eux, croisant élégamment les jambes, ma coupe de champagne à la main. J'adoptais cette posture que j'avais perfectionnée au fil des décennies, celle de la maîtresse de maison parfaitement contrôlée, alors que mon esprit bouillonnait de questions. « Alors, Lucas, racontez-moi. Comment avez-vous rencontré Camille ?» demandai-je avec un sourire aimable. Il sembla soulagé par ce changement de sujet. Sa respiration se fit plus régulière. « C'était il y a 6 mois,
lors d'un événement caritatif organisé par la Fondation pour l'enfance. Je travaille dans la gestion de patrimoine et ma société sponsorisait l'événement. Camille y était bénévole. Il m'a renversé un verre de vin blanc sur ma robe, ajouta Camille en riant, visiblement soulagée de voir la tension se dissiper. Un magnifique Chablis premier cru sur ma robe neuve. J'étais mortifiée, continua Lucas avec un sourire plus sincère. J'ai insisté pour payer le nettoyage. Elle a refusé. Alors je lui ai proposé de l'inviter à dîner pour me faire pardonner. Et j'ai dit oui parce qu'il avait l'air tellement embarrassé que c'en était adorable, conclut Camille en posant affectueusement sa main sur celle de Lucas. Je les observais échanger ce regard complice que partagent les amoureux, et quelque chose se tordit dans ma poitrine. Ils semblaient sincèrement épris l'un de l'autre. Camille rayonnait d'un bonheur que je ne lui avais jamais vu auparavant. Et Lucas, malgré son trouble initial face à la photographie d'Henri, paraissait la regarder avec une tendresse authentique. Nous bavardâmes pendant quelques minutes de sujets anodins. Le travail de Lucas, ses projets professionnels, les fêtes de fin d'année. Progressivement, il retrouva son aisance naturelle. C'était un homme cultivé, bien élevé, doté d'un sens de l'humour subtil. Il me parlait de ses parents, propriétaires d'un vignoble dans la région de Bordeaux, de ses études à HEC Paris, de sa passion pour la voile. La voile, comme Henri. Georges vint nous annoncer que l'apéritif était servi dans la salle à manger. Nous nous levâmes et traversâmes le couloir. La longue table en chêne massif était dressée avec ma vaisselle de Limoges, celle que je réservais aux grandes occasions. Des bougies blanches diffusaient une lumière douce et chaleureuse. Au centre, un bouquet de roses blanches et de branches de sapin créait une élégante décoration de Noël. Nous prîmes place. Georges apporta les amuse-bouches, des toasts de foie gras avec de la confiture de figues, des huîtres de Bretagne sur un lit de glace pilée, des petits feuilletés aux champignons encore fumants. Lucas complimenta la présentation avec une sincérité qui me toucha. Puis vint le moment du plat principal. Georges déposa sur la table le canard à l'orange que j'avais préparé moi-même dans l'après-midi. La peau était parfaitement dorée et croustillante. Le fumet qui s'en dégageait emplit immédiatement la pièce. Je découpai le canard avec précision, servant généreusement nos assiettes. Camille me remercia avec son sourire habituel. Lucas porta sa fourchette à sa bouche, goûta, mâcha lentement, et son visage changea à nouveau. Pas de la même manière qu'auparavant. Cette fois, ce n'était pas de la pâleur, mais de la stupéfaction. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Il reposa sa fourchette avec une lenteur calculée, comme s'il avait besoin de temps pour réfléchir. « Madame ? Véronique ?» dit-il d'une voix étrangement tendue. « Cette recette. Ce canard. Il y a quelque chose de particulier dans la sauce, n'est-ce pas ?» Je sentis mes mains se crisper imperceptiblement autour de mes couverts. « C'est une recette familiale, » répondis-je prudemment. « Pourquoi ? Il y a du cognac Armagnac dans la réduction, n'est-ce pas ? Et un soupçon de lavande ? » Le temps sembla s'arrêter. Ma fourchette glissa de mes doigts et tomba sur l'assiette avec un tintement métallique qui résonna dans le silence soudain. Camille me regarda avec inquiétude. « Maman ?» Mais je ne pouvais détacher mon regard de Lucas. Mes pensées tourbillonnaient dans ma tête comme une tempête. Cette recette, cette maudite recette que ma mère m'avait transmise sur son lit de mort 3 ans avant la naissance de Camille. Elle ne l'avait jamais écrite nulle part, jamais publiée dans aucun livre de cuisine. C'était un secret familial, quelque chose qu'elle tenait de sa propre grand-mère, une tradition orale qui ne se transmettait que de mère en fille. Henri l'avait adorée. Je la préparais pour lui chaque année lors de notre anniversaire de mariage, dans l'intimité de notre foyer. Personne d'autre ne connaissait cette recette. Personne. Comment ? Comment savez-vous cela ? Demandai-je d'une voix que je ne reconnus pas comme la mienne. Lucas déglutit péniblement. Son front se couvrit à nouveau de sueur. Henri l'avait mentionné une fois, lors d'un déjeuner d'affaires. Il parlait de la cuisine française traditionnelle, et il a évoqué cette recette unique que vous prépariez.
Papa ne parlait jamais de choses personnelles au travail, intervint Camille, le sourcil froncé. C'était quelqu'un de très privé. Lucas chercha ses mots, visiblement piégé par sa propre révélation. « Tu as raison », admit Lucas après un silence pesant. Henri était effectivement très discret. Mais ce jour-là, nous étions dans un contexte particulier, un petit groupe de consultants seniors, après une négociation difficile. L'ambiance était détendue. Il avait bu quelques verres de vin. Il s'est un peu épanché. Son explication sonnait faux, trop élaborée, trop précise. Henri ne buvait presque jamais pendant les repas d'affaires. C'était un principe qu'il s'était fixé très tôt dans sa carrière. Garder l'esprit clair en toutes circonstances. Et même dans l'intimité de notre foyer, je ne l'avais jamais vu suffisamment ivre pour divulguer des secrets familiaux à des collègues. Je décidai de ne pas insister pour le moment. Mais chaque fibre de mon être était désormais en alerte maximale. Quelque chose ne tournait pas rond. Lucas cachait quelque chose d'important. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère tendue, malgré les efforts de Camille pour maintenir la conversation sur des sujets légers. Nous parlâmes de leur projet de voyage pour le Nouvel An, d'un possible week-end en Normandie. Lucas s'était ressaisi et faisait preuve d'une politesse irréprochable, complimentant le repas, me posant des questions sur mon parcours professionnel. Car oui, j'avais eu une carrière. Avant de rencontrer Henri, j'étais avocate spécialisée en droit des affaires. Une brillante avocate, disaient mes confrères. J'avais abandonné mon cabinet après notre mariage sur l'insistance d'Henri qui estimait qu'une femme de son rang social devait se consacrer à d'autres activités. J'avais accepté par amour, ou peut-être par naïveté. Aujourd'hui, je siégeais dans plusieurs conseils d'administration, gérant l'immense fortune qu'Henri m'avait laissée en héritage. Georges servit le dessert. Une bûche de Noël au chocolat et au marron glacé, délicatement décorée de feuilles en sucre doré. Camille poussa un petit cri de joie en la voyant, comme elle le faisait depuis l'enfance. Ce rituel familier apaisa momentanément la tension qui m'habitait. Après le dessert, Lucas demanda s'il pouvait utiliser les toilettes. Je lui indiquai le couloir menant vers l'aile ouest de la maison. Il s'excusa et quitta la table. Dès qu'il fut hors de portée de voix, Camille se pencha vers moi avec un sourire complice. « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» demanda-t-elle avec cet enthousiasme juvénile qui me rappelait la petite fille qu'elle avait été. « Il semble. »« Charmant, » répondis-je prudemment. « Un peu nerveux, peut-être. C'est normal, il est impressionné par toi. Tu es ma mère, et tu peux être assez. Intimidante, tu sais ?» Elle rit doucement, et je ne pus m'empêcher de sourire. Intimidante. Oui, j'avais cultivé cette image au fil des années, une armure nécessaire dans un monde qui dévorait les faibles. Je suis heureuse que tu aies trouvé quelqu'un, ma chérie. Vraiment. Mais, dis-moi, comment se fait-il qu'il n'ait jamais mentionné qu'il connaissait Henri ? Camille fronça les sourcils, réfléchissant. Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'il ne s'en souvenait pas. Papa dirigeait une grande entreprise. Il devait croiser des centaines de personnes. Lucas n'était probablement qu'un stagiaire ou un consultant junior à l'époque. Peut-être, murmurai-je, peu convaincu. Mais je gardais mes doutes pour moi. Je ne voulais pas inquiéter Camille inutilement. Pas encore. Pas tant que je n'avais pas plus d'éléments. Les minutes passèrent. 5, puis 10. Lucas ne revenait pas. Camille consulta son téléphone, absorbée par les messages de ses amis lui souhaitant un joyeux Noël. Je bus une gorgée de mon café, mais mon esprit était ailleurs. Où était Lucas ? Les toilettes se trouvaient à moins d'1 minute de la salle à manger. Une intuition soudaine me traversa. Je me levai, prétextant vouloir vérifier quelque chose en cuisine. Camille acquiesça distraitement, toujours plongée dans son écran. Je sortis de la pièce et me dirigeai silencieusement vers le couloir ouest. La porte des toilettes était ouverte, la lumière éteinte. Lucas n'y était pas. Je poursuivis mon chemin, mes talons résonnant doucement sur le parquet. Et là, au bout du couloir, je le vis. Debout, immobile, devant une porte fermée. La porte du bureau d'Henri. Cette pièce que je n'avais pas ouverte depuis 7 ans.
cette pièce que j'avais fait condamner symboliquement après sa mort, incapable de supporter les souvenirs qu'elle contenait. Les meubles en bois précieux, les diplômes encadrés, l'odeur de son eau de Cologne qui imprégnait encore les rideaux. Tout y était resté intact, figé dans le temps comme un sanctuaire dédié à un homme qui n'était plus. Lucas se tenait là, la main posée sur la poignée dorée, le front appuyé contre le bois sombre de la porte. Ses épaules étaient légèrement voûtées, comme sous le poids d'une charge invisible. Et je l'entendis murmurer, des mots si bas que je dus retenir ma respiration pour les saisir. La cigale, c'était comme ça qu'il t'appelait, n'est-ce pas? Mon sang se glaça dans mes veines. La cigale. Ce surnom ridicule et tendre qu'Henri m'avait donné lors de notre lune de miel en Provence, parce que je chantais tout le temps, même faux. Ce surnom qu'il murmurait à mon oreille dans l'intimité de notre chambre. Ce surnom que personne, absolument personne d'autre ne connaissait. Pas même Camille. Je restais pétrifiée dans le couloir, à 10 mètres de lui, incapable de bouger ou de parler. Mon cœur battait si fort dans ma poitrine que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Des questions insensées se bousculaient dans mon esprit. Comment pouvait-il savoir? Qui était-il vraiment? Qu'est-ce qu'Henri lui avait raconté? Lucas se retourna brusquement, comme s'il avait senti ma présence. Nos regards se croisèrent. L'espace d'une seconde, je vis dans ses yeux quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité, ou peut-être à de la douleur. Je ne savais plus. Véronique, Qui êtes-vous? Demandai-je d'une voix blanche, coupante comme une lame. Il ouvrit la bouche, la referma. Ses mains tremblaient, visiblement maintenant. Je suis désolée. Je ne devrais pas. Je cherchais juste les toilettes et je me suis perdue. Ne me mentez pas. Les mots jaillirent de ma bouche avec une violence que je ne contrôlais plus. Je m'approchai de lui, les poings serrés contre mes flancs. Les toilettes sont de l'autre côté du couloir, et vous avez prononcé un nom, un surnom que personne ne connaît. Personne. Lucas recula d'un pas, le dos contre la porte du bureau. Son visage était devenu d'une pâleur cadavérique. Ses lèvres tremblaient. Je voyais la sueur perler sur son front malgré la fraîcheur du couloir. Il ouvrit plusieurs fois la bouche sans qu'aucun son n'en sorte, comme un poisson hors de l'eau cherchant désespérément de l'oxygène. Je ne peux pas, balbutia-t-il enfin. Pas ici, pas maintenant. Si, maintenant, sifflai-je entre mes dents. Vous allez tout m'expliquer. Qui vous a parlé de la cigale? Comment connaissez-vous des détails aussi intimes sur ma vie avec Henri? Véronique, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas par mon prénom, Madame Lavelle, et répondez à ma question. Il ferma les yeux, inspira profondément, comme pour rassembler son courage. Quand il les rouvrit, j'y lus une résignation douloureuse. Je vous en supplie, donnez-moi 1 heure, juste 1 heure. Laissez-moi terminer cette soirée avec Camille. Après, je vous dirai tout, je vous le jure. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je ne lui veux aucun mal. Jamais je ne ferai de mal à Camille. C'est la personne la plus importante de ma vie. Il y avait dans sa voix une sincérité déchirante qui me fit hésiter. Je scrutais son visage, cherchant le mensonge, la manipulation. Mais tout ce que je voyais, c'était un homme au bord du gouffre, luttant contre une vérité qu'il redoutait de révéler. 1 heure, cédai-je finalement. Mais après le café, vous et moi aurons une conversation. Dans la bibliothèque. Sans Camille. Il acquiesça faiblement. Nous retournâmes vers la salle à manger dans un silence lourd. Camille leva les yeux de son téléphone en nous voyant revenir. « Vous en avez mis du temps » s'exclama-t-elle avec un sourire taquin. « Vous complotez dans mon dos ?»« Ta mère me montrait sa collection de peintures, » improvisa Lucas avec un aplomb que je ne lui soupçonnais pas. « Elle a un Monet magnifique dans le couloir. » Mensonge. Il n'y avait aucun Monet dans ce couloir, mais Camille ne le savait pas. Elle hocha la tête, satisfaite de cette explication. Nous terminâmes le café. Camille nous raconta ses projets pour la nouvelle année, son désir de changer d'emploi, d'explorer de nouvelles opportunités. Elle travaillait dans la communication pour une ONG dédiée à l'enfance.
un métier qui lui tenait à cœur, qu'elle exerçait avec passion. En l'écoutant parler, je me rappelais pourquoi j'avais consacré ma vie à la protéger. Cette jeune femme lumineuse, généreuse, pleine d'idéaux, était tout ce qui comptait pour moi. Vers 22 heures, je me levai. « Camille, ma chérie, pourrais-tu aller chercher le cognac dans la cave ? Celui de 1954 que ton grand-père avait mis de côté. Je pense que c'est une occasion spéciale. » Elle sourit, flattée. « Bien sûr, maman. » Elle quitta la pièce d'un pas léger. Dès qu'elle fut hors de portée, je me tournai vers Lucas. « Bibliothèque, maintenant. » Il se leva sans un mot et me suivit. Nous traversâmes le grand hall jusqu'à la pièce que je considérais comme mon refuge personnel. Une vaste salle aux murs entièrement couverts de livres anciens, avec de profonds fauteuils en cuir et un bureau en acajou massif. L'odeur du papier vieilli et du bois ciré m'apaisa momentanément. Je fermai la porte derrière nous et me plantai face à lui, bras croisés. Parler. Lucas s'effondra dans l'un des fauteuils, le visage entre les mains. Pendant un long moment, il ne dit rien. Je l'entendais seulement respirer difficilement, comme s'il luttait contre une crise de panique. Puis, lentement, il releva la tête. Mon vrai nom n'est pas Lucas Mercier, c'est Lucas Beaumont. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Je m'agrippai au dossier d'une chaise pour ne pas vaciller. Quoi ? Je suis le fils d'Henri Beaumont, son fils illégitime. Les mots résonnèrent dans la bibliothèque comme des coups de tonnerre. Je le fixais, incapable de parler, mon cerveau refusant de traiter l'information. Henri. Un fils. Impossible. Vous mentez, articulai-je enfin. Henri ne pouvait pas avoir d'enfant. Il était stérile depuis l'âge de 25 ans. Un accident de moto qu'il avait. Je sais ce qu'on vous a dit, m'interrompit Lucas doucement. Mais ce n'était pas vrai. Henri pouvait avoir des enfants. Il vous a menti. Comme il a menti à tant de gens. Non, c'est impossible. Nous avons consulté des médecins, des spécialistes. Ils ont confirmé. Ils ont confirmé ce qu'Henri voulait qu'il confirme, coupa Lucas d'une voix plus ferme. Il était riche, puissant. Il pouvait acheter des diagnostics, falsifier des dossiers médicaux. Je tremblais de tout mon corps maintenant. La rage, l'incrédulité, la trahison, tout se mélangeait en un ouragan dévastateur. Pourquoi aurait-il fait ça? Et parce qu'il ne voulait pas d'enfant avec vous, du moins pas au début. Il voulait une épouse irréprochable, une façade parfaite pour sa carrière. Mais des enfants, ça compliquait les choses. C'est lui qui a insisté pour adopter Camille, m'écriai-je. C'est lui qui voulait absolument un enfant. Lucas hocha tristement la tête. Oui, parce qu'il avait ses raisons. Des raisons que vous ignorez encore. Expliquez-vous. Immédiatement. Il se leva, s'approcha de la fenêtre donnant sur le jardin enneigé. Sa silhouette se découpait contre les lumières extérieures. Il prit une longue inspiration avant de parler. Ma mère s'appelait Isabelle Moreau. Elle était secrétaire dans la société d'Henri. Une femme simple, belle, intelligente. Ils ont eu une liaison qui a duré 3 ans. Quand elle est tombée enceinte de moi, en 1992, elle pensait qu'Henri allait quitter sa femme. Vous. Je sentis les larmes monter, mais les retins farouchement. Il ne l'a pas fait, bien sûr, continua Lucas. Il lui a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Il a loué un appartement pour elle à Lyon. Il payait tout. Mais il refusait de reconnaître officiellement mon existence. Où est-elle maintenant? Elle est morte, répondit Lucas d'une voix blanche. Il y a 5 ans, d'un cancer du poumon. Elle fumait beaucoup. Le stress, la solitude. Elle n'a jamais refait sa vie. Elle attendait qu'Henri revienne. Jusqu'au dernier jour, elle a gardé espoir. Le silence retomba, lourd et oppressant. Je m'assis lentement dans le fauteuil le plus proche, mes jambes refusant de me porter plus longtemps. 30 ans de mariage. 30 ans à croire que je connaissais cet homme. Et voilà qu'un inconnu me révélait que toute ma vie n'avait été qu'un mensonge. « Comment avez-vous su pour la cigale ?» demandai-je d'une voix éteinte. Lucas se retourna vers moi. «
Ma mère avait un journal intime. Elle y notait tout, les conversations téléphoniques qu'elle avait avec Henri, les détails qu'il lui racontait sur sa vie, ses regrets, ses frustrations. Il lui parlait de vous, de votre mariage, des surnoms qu'il vous donnait, de la recette de canard que vous prépariez, de votre amour pour l'opéra Tosca. Il lui racontait notre intimité conjugale, murmurai-je, horrifié. Elle était sa confidente, sa vraie compagne, du moins c'est ce qu'elle pensait, lui disait des choses qu'il ne vous disait pas à vous. Chaque mot était un coup de poignard. Je fermais les yeux, respirant difficilement. Pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi avoir séduit Camille? C'est une vengeance. Non, protesta-t-il vivement. Je vous jure que non. Quand j'ai rencontré Camille, il y a 6 mois, je ne savais pas qui elle était. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Camille Lavelle, pas Beaumont. Je suis tombé amoureux d'elle. Sincèrement, profondément. Et quand avez-vous découvert? Il y a 3 semaines, elle m'a parlé de son père adoptif, Henri Beaumont. J'ai fait des recherches. J'ai vu sa photo sur Internet, dans d'anciens articles de presse. C'était lui, mon père. Alors vous avez décidé de venir chez moi ce soir en sachant parfaitement qui j'étais. Oui, admit-il en baissant les yeux. Je voulais voir, comprendre, découvrir la femme pour laquelle mon père nous a abandonnés, ma mère et moi. Je me levai brusquement, la colère explosant en moi. Ne vous avisez pas de me blâmer pour les choix de votre père. Je n'ai jamais su qu'il avait une maîtresse, jamais su qu'il avait un fils. J'ai été trompé autant que votre mère. Je sais, dit-il doucement, et je suis désolé. Sincèrement désolé. Désolé? Répétai-je avec un rire amer. Vous débarquez dans ma vie, vous séduisez ma fille, vous me révélez que mon mari était un menteur et un infidèle, et vous êtes désolé? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. La porte de la bibliothèque s'ouvrit brusquement. Camille entra, une bouteille de cognac à la main, le sourire aux lèvres. « Je l'ai trouvée ?» Cette bouteille était cachée tout au fond, derrière les... Elle s'interrompit en voyant nos visages. Le mien, ravagé par les larmes que je ne retenais plus. Celui de Lucas, décomposé par la culpabilité. L'atmosphère électrique qui saturait la pièce. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle lentement, la peur perçant dans sa voix. Personne ne répondit. Lucas et moi nous dévisagions dans une impasse silencieuse. Qui allait parler? Qui allait détruire le monde de cette jeune femme innocente? Maman? Lucas? Quelqu'un va me répondre? La bouteille glissa de ses mains et se fracassa sur le parquet. Le cognac se répandit en une flaque sombre, imbibant le tapis persan centenaire. Mais Camille ne le remarqua même pas. Elle nous fixait, le visage blanc comme un linge. « Dis-moi ce qui se passe. Maintenant. » Je pris une longue inspiration, cherchant les mots. Comment annoncer à sa fille que l'homme qu'elle aime est le demi-frère d'eux? Non. Attendez. Mon cerveau s'arrêta net. Demi-frère. Lucas était le fils biologique d'Henri. Et Camille. Camille était la fille adoptive d'Henri. Ils n'avaient aucun lien de sang. Mais pourquoi Henri avait-il voulu adopter un enfant alors qu'il avait déjà un fils caché quelque part? Cela n'avait aucun sens, à moins que... Une pensée horrible me traversa l'esprit, une possibilité que je n'osais même pas formuler. « Lucas, articulai-je lentement, vous avez dit qu'Henri avait ses raisons pour vouloir adopter Camille. Quelles raisons? » Il me regarda, et je vis dans ses yeux qu'il savait exactement où je voulais en venir. Il secoua la tête, comme pour me supplier de ne pas insister. Mais il était trop tard. J'avais besoin de savoir. « Quelle était la date de naissance de Camille ?» demanda-t-il d'une voix blanche. « Le 15 septembre 1996, répondis-je machinalement. « Et celle de votre mariage avec Henri ?»« Le 3 juin 1995. »« Pourquoi ?» Lucas ferma les yeux. « Ma mère est tombée enceinte pour la 2e fois au printemps 1996. » Le monde bascula. « Non, chuchotai-je. Non, ce n'est pas possible. » Si. Henri a paniqué. Il ne pouvait pas se permettre un 2e enfant illégitime. Trop risqué pour sa réputation. Alors il a proposé un arrangement à ma mère. Quel arrangement? Qu'elle accouche sous X.
qu'elle abandonne l'enfant dans un orphelinat et qu'Henri l'adopterait officiellement avec vous, sa femme. Ainsi, il pourrait avoir son enfant tout en gardant son secret. Mes jambes se dérobèrent. Je m'effondrai dans le fauteuil, le souffle coupé. Camille était la fille biologique d'Henri, la demi-sœur de Lucas, et elle était amoureuse de lui. « Maman, qu'est-ce qu'il raconte ?» demanda Camille d'une voix tremblante. « De quoi vous parlez ?» Je levai les yeux vers elle. Ma petite fille, mon trésor, le seul rayon de lumière dans ma vie depuis 28 ans, et je sus que j'allais devoir détruire son monde. Camille me fixait avec une intensité douloureuse. Ses yeux verts, si semblables à ceux d'Henri, me suppliaient de dire que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais je ne pouvais plus mentir. Plus maintenant. Les mensonges avaient fait assez de dégâts. « Assieds-toi, ma chérie », murmurai-je en désignant le canapé. « Je ne veux pas m'asseoir. Je veux des réponses. » Sa voix tremblait, oscillant entre la colère et la peur. Lucas fit un pas vers elle, mais elle recula brusquement. « Ne me touche pas, ne t'approche pas de moi. »« Camille, s'il te plaît. »« Tais-toi » cria-t-elle, les larmes jaillissant de ses yeux. « Tais-toi et laisse ma mère parler. » Je me levai difficilement, m'approchai d'elle. Elle ne bougea pas, mais son corps était tendu comme une corde prête à se rompre. Je posai doucement mes mains sur ses épaules. « Tu te souviens quand tu avais 10 ans et que tu m'as demandé pourquoi tu ne me ressemblais pas ?» commençai-je d'une voix brisée. « Tu voulais savoir pourquoi tes yeux étaient verts alors que les miens sont marrons. Pourquoi tes cheveux étaient raides alors que les miens frisent naturellement. Tu m'as dit que j'étais adoptée, que papa et toi m'aviez choisi dans un orphelinat parce que vous ne pouviez pas avoir d'enfant. C'est ce que je croyais, c'est ce qu'Henri m'avait dit. Mais ma voix se brisa, les mots refusèrent de sortir. « Mais quoi ?» insista Camille, les larmes roulant sur ses joues. « Henri m'a menti, surtout. Il n'était pas stérile, il avait une maîtresse, une femme nommée Isabelle Moreau. » Je désignai Lucas du menton. « Lucas est le fils d'Henri et d'Isabelle, ton demi-frère. » Camille tituba comme si je l'avais frappée. Elle se tourna vers Lucas, l'horreur se peignant sur son visage. « C'est vrai? C'est vrai ce qu'elle dit ?» Lucas hocha lentement la tête, les larmes coulant librement sur son visage. « Je ne savais pas, Camille. Quand je t'ai rencontrée, je ne savais pas qui tu étais. Je te le jure. »« Mais tu as continué » hurla-t-elle, même après avoir découvert. « Tu as continué à me voir, à m'embrasser, à me faire croire que tu m'aimais. Parce que je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon frère. » Le mot résonna dans la bibliothèque comme une condamnation. Camille s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. Je m'agenouillai à ses côtés, la prenant dans mes bras, mais elle me repoussa violemment. « Ne me touche pas. Toi aussi tu m'as menti. Pendant toutes ces années, je ne savais pas, ma chérie. Je te jure que je ne savais pas. Papa savait. Papa savait que j'étais sa fille, et il ne m'a jamais rien dit. Il m'a laissé croire que j'étais une orpheline abandonnée, alors que... » Elle ne put terminer sa phrase, étouffée par les sanglots. Lucas s'approcha, s'accroupit devant elle, mais sans la toucher. « Camille, écoute-moi. Je sais que c'est terrible. Je sais que tout est ma faute. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir avant de me haïr complètement. »« Quoi ? Qu'est-ce qui pourrait rendre tout ça moins horrible ? Henri Beaumont ne pouvait pas être ton père biologique. » Le silence retomba brutalement. Camille et moi le fixâmes, interdites. « Quoi ?» soufflai-je. Lucas déglutit péniblement. « Quand ma mère est morte il y a 5 ans, j'ai hérité de toutes ses affaires, y compris son journal intime. Elle y avait tout noté, tout. Les dates, les détails médicaux, et il y avait quelque chose qui ne collait pas. »« De quoi tu parles ?» demanda Camille, d'une voix étranglée. Ma mère a écrit qu'en 1992, Henri avait contracté les oreillons. Une forme grave qui a provoqué une orchite bilatérale. C'est une complication qui rend stérile. Mon cœur s'arrêta de battre. Tu es en train de dire qu'Henri Beaumont était effectivement devenu stérile.
Pas à cause d'un accident de moto comme il vous l'avait raconté, Véronique, mais à cause de cette maladie. En 1992. Mais tu es né en 1993, murmurai-je, 1 an après. Exactement, ce qui signifie qu'Henri ne pouvait pas être mon père biologique non plus. Camille le fixait, bouche bée. Alors, qui est ton père? Je ne sais pas. Ma mère ne l'a jamais écrit. Mais ce que je sais, c'est qu'Henri a fait semblant d'être mon père. Il a payé pour ma mère, pour mon éducation, pour tout. Parce qu'il se sentait coupable, ou peut-être parce qu'il aimait ma mère et qu'il acceptait cet enfant comme le sien, même s'il n'était pas de son sang. « Et moi ?» demanda Camille dans un souffle. Si Henri ne pouvait pas avoir d'enfant après 1992 et que je suis née en 1996. Tu n'es pas sa fille biologique non plus, conclut Lucas doucement. Quelle que soit la femme qui t'a mise au monde, ce n'était pas Isabelle. Et ton père biologique n'était pas Henri. Le silence qui suivit fut si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Nous étions tous les trois figés dans cette bibliothèque, prisonniers d'une révélation qui changeait tout. Camille ne pleurait plus. Elle fixait le vide, le regard perdu, comme si son cerveau refusait de traiter l'information. Moi, j'étais dans un état second. Toutes ces années à croire que je savais qui était mon mari. Toutes ces années à penser que Camille était une orpheline que nous avions sauvée. Et maintenant, tout s'effondrait. Henri avait menti, sur tout. Mais pourquoi? Pourquoi construire un tel échafaudage de mensonges? Il y a autre chose, dit Lucas d'une voix hésitante. Quelque chose que j'ai découvert il y a seulement 2 semaines, après avoir compris que Camille était liée à Henri. Quoi encore? Demandai-je d'une voix lasse. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ce que tu viens de nous révéler? Lucas sortit son téléphone de sa poche, fit défiler quelques écrans, puis nous montra une photo. C'était une page scannée d'un document officiel. Un acte de naissance. J'ai embauché un détective privé pour retrouver la véritable identité de la mère biologique de Camille. Ça m'a pris des semaines, mais il a fini par trouver. Je m'approchai, plissant les yeux pour lire le document. Le nom de la mère figurait clairement, Claire Dubois. Date de naissance, 12 avril 1973. Lieu de naissance, Marseille. Qui est cette femme? Murmurai-je. Une secrétaire qui travaillait dans la même entreprise qu'Henri. Elle a eu une liaison avec quelqu'un. Elle est tombée enceinte. Et elle a accouché sous X à l'hôpital de la Conception à Marseille, le 15 septembre 1996. Camille se leva soudainement, arrachant le téléphone des mains de Lucas. Où est-elle maintenant? Où est cette Claire Dubois? Je ne sais pas. Le détective n'a pas réussi à la localiser. Elle a disparu des registres après 1997. Disparu comment? On ne disparaît pas comme ça? Si, quand on a assez d'argent pour tout effacer, intervins-je amèrement. Henri était un maître dans l'art de faire disparaître les traces gênantes. Camille me dévisagea avec une intensité douloureuse. Tu penses qu'il l'a tué? Non, m'écriai-je aussitôt. Non, Henri n'était pas un meurtrier. Mais il était capable de payer les gens pour qu'ils se taisent, pour qu'ils disparaissent. Il l'a probablement envoyée à l'étranger avec assez d'argent pour ne jamais revenir. Ou peut-être qu'elle est morte de cause naturelle, suggéra Lucas. Peut-être qu'elle a refait sa vie ailleurs sous une autre identité. Peu importe, trancha Camille d'une voix glaciale. Ce qui compte, c'est que cette femme est ma vraie mère, et que je ne saurai peut-être jamais qui elle était vraiment. Elle se tourna vers moi, et je vis dans ses yeux quelque chose qui me déchira le cœur. Une distance, une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Pendant toutes ces années, tu m'as dit que mes parents biologiques ne m'avaient pas voulu, que j'avais été abandonnée, que tu m'avais sauvée. C'est ce que je croyais, Camille, je te le jure. Mais c'était faux. Papa m'a adoptée pour une raison précise, pour cacher quelque chose. Et toi, tu n'as rien vu, tu n'as rien deviné. Comment aurais-je pu? Henri contrôlait tout, les documents, les avocats, les témoignages. J'étais aussi aveugle que toi. Non,
Toi, tu étais sa femme. Tu dormais à ses côtés tous les soirs. Tu aurais dû savoir. Tu aurais dû sentir qu'il mentait. Ces mots me transpercèrent comme des lames. Elle avait raison. Comment avais-je pu être aussi naïve? Comment avais-je pu vivre 30 ans avec un homme sans jamais percer ses secrets? Je suis désolée, murmurai-je, les larmes ruisselant sur mes joues. Je suis tellement désolée, ma chérie. Mais Camille ne m'écoutait plus. Elle s'était tournée vers Lucas, le visage fermé. Et toi? Toi qui prétends m'aimer, tu savais depuis 3 semaines que nous étions liés à Henri. Tu savais qu'il y avait un mystère autour de mon adoption. Et tu n'as rien dit. Je cherchais des réponses, se défendit Lucas faiblement. Je voulais comprendre avant de te parler. Tu aurais dû me parler dès le premier jour, hurla-t-elle, dès que tu as découvert qui j'étais. J'avais peur, peur de te perdre, peur que tu me haïsses. Et tu avais raison de le craindre. Elle ramassa son sac à main sur le canapé et se dirigea vers la porte. « Camille, attends !» la suppliai-je. « Ne pars pas comme ça, reste. On va en parler. On va trouver des réponses ensemble. » Elle se retourna et son regard glacial me figea sur place. Des réponses à quoi, maman? À pourquoi mon père était un menteur? À pourquoi ma mère biologique m'a abandonnée? À pourquoi l'homme que j'aime est le fils de la maîtresse de mon père adoptif? Nous ne sommes pas frères et sœurs, intervint Lucas désespérément. Nos tests ADN le prouveraient. Nous n'avons aucun lien de sang. Ça ne change rien, cria Camille. Tu as grandi en croyant qu'Henri était ton père. J'ai grandi en croyant qu'il était mon père adoptif. Nous sommes liés par ces mensonges, par ces manipulations. Et je ne peux pas continuer à t'aimer en sachant ça. S'il te plaît, Camille. Non, c'est fini, Lucas. Nous, c'est fini. Elle ouvrit la porte et sortit de la bibliothèque. J'entendis ses pas précipités dans le couloir, puis la porte d'entrée qui claquait, le bruit de sa voiture qui démarrait dans l'allée. Et puis plus rien. Lucas s'effondra sur le sol, sanglotant comme un enfant. Moi, je restais debout, figé, incapable de bouger, incapable de penser. Mon monde s'était écroulé en l'espace de 2 heures. Combien de temps restâmes-nous ainsi, dans cette bibliothèque silencieuse? Je ne sais pas. Les minutes se transformèrent en heures. L'aube se levait lentement sur Paris quand Lucas se redressa enfin. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Moi, j'étais toujours assise dans le même fauteuil, le regard perdu dans le vide, une couverture que Georges avait silencieusement déposée sur mes épaules au cours de la nuit. Mon majordome fidèle n'avait posé aucune question. Il avait simplement apporté du thé, des biscuits que personne n'avait touchés, et s'était retiré discrètement. C'était l'un des avantages d'avoir du personnel bien formé. Il savait quand il fallait être invisible. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda Lucas d'une voix rauque. Je tournai lentement la tête vers lui. Cet homme qui, quelques heures auparavant, était un inconnu, et qui maintenant était. Quoi, exactement? Le fils adoptif non reconnu de mon défunt mari? Le petit ami de ma fille? Un simple messager porteur de vérités destructrices? Nous? Répétai-je amèrement. Il n'y a pas de nous, Lucas. Tu as fait ton travail. Tu as détruit notre famille. Maintenant, tu peux partir. Je ne voulais pas. Mais tu l'as fait quand même. Tu aurais pu rester silencieux. Tu aurais pu rompre avec Camille et disparaître sans rien dire. Vous croyez vraiment que c'était une option? Protesta-t-il en se levant. Vivre dans le mensonge, comme Henri l'a fait pendant des décennies. Regarder Camille dans les yeux tous les jours en lui cachant la vérité. Au moins, elle aurait été heureuse. Dans l'ignorance, dans une illusion. Nous nous affrontâmes du regard, tous deux épuisés, brisés par cette nuit cauchemardesque. Finalement, je détournai les yeux la première. « Va-t'en », murmurai-je, « s'il te plaît. Va-t'en et ne reviens jamais. » Il acquiesça lentement, ramassa sa veste restée sur le dossier d'une chaise. Mais avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Véronique, il y a une dernière chose que vous devez savoir. Je ne veux plus rien savoir. J'en ai assez entendu pour une vie. C'est important. Ça concerne l'argent d'Henri. » Malgré moi, mon attention fut captée. L'argent.
l'immense fortune qu'Henri m'avait léguée. Des millions d'euros investis dans l'immobilier, les actions, les œuvres d'art. Quoi, l'argent? Mon détective n'a pas seulement cherché des informations sur Camille, il a aussi fouillé dans les finances d'Henri, et il a trouvé quelque chose d'étrange. Continue. Henri a créé un fonds fiduciaire en 1997, un an après la naissance de Camille. Ce fonds contenait 10 millions de francs à l'époque, environ 1,5 million d'euros aujourd'hui. Je haussai les épaules. Henri avait créé plusieurs fonds fiduciaires au fil des années, pour la charité, pour des investissements, pour protéger certains actifs. Et alors, le bénéficiaire du fonds est anonyme, mais il est accessible uniquement sous certaines conditions très précises. Lesquelles? Quand le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, ou quand il découvre sa véritable identité. Mon sang se glaça. Tu es en train de dire que ce fonds est probablement destiné à Camille, pour le jour où elle découvrirait la vérité sur ses origines. Comment peux-tu en être sûr? Parce que les documents de création du fonds sont datés du 16 septembre 1997. Exactement un an, jour pour jour, après la naissance de Camille. Je me levai brusquement, mon cerveau tournant à pleine vitesse. Henri savait. Il savait que la vérité finirait par éclater. Alors, il a préparé ça, comme une sorte de... Quoi? De compensation, de culpabilité posthume? Peut-être. Ou peut-être qu'il voulait s'assurer que Camille soit protégée financièrement si jamais tout était révélé et qu'elle décidait de vous quitter. De quitter cette famille. L'idée me frappa de plein fouet. Camille. Partir. Me quitter. Après 28 ans de vie commune, de souvenirs partagés, d'amour inconditionnel. Était-ce possible qu'elle me haïsse au point de couper tous les liens? Où se trouve ce fonds? Demandai-je d'une voix blanche. Dans une banque suisse, à Genève. Mais pour y accéder, il faut des documents prouvant l'identité réelle de Camille. Son acte de naissance original. Des tests ADN peut-être. Des tests ADN comparés à qui? Henri est mort, sa maîtresse Isabelle est morte, et cette Claire Dubois a disparu. Lucas réfléchit un instant. Il y a moi. Toi? Si nous faisons un test ADN entre Camille et moi, nous pourrons prouver que nous ne sommes pas frères et sœurs, ce qui confirmera que ni Henri ni Isabelle ne sont ses parents biologiques. Ça pourrait suffire pour débloquer le fonds. Et ensuite, elle prendra l'argent et disparaîtra de nos vies? Peut-être. Ou peut-être que cet argent lui permettra de faire ses propres recherches, de retrouver sa vraie mère, de comprendre qui elle est vraiment. Je m'effondrai à nouveau dans le fauteuil, accablé. Tout cela était trop complexe, trop douloureux. « Pourquoi me dis-tu tout ça ?» murmurai-je. « Pourquoi ne pas simplement le dire à Camille ?»« Parce qu'elle refuse de me parler. Elle a bloqué mon numéro. Elle ne répond pas à mes messages. Mais vous êtes sa mère. Elle finira par vous écouter. Je ne suis pas sa mère. Je suis juste la femme qui l'a élevée. »« Non, » dit Lucas fermement. « Vous êtes sa mère. Parce qu'une mère, ce n'est pas celle qui donne naissance. C'est celle qui aime, qui protège, qui sacrifie tout pour le bonheur de son enfant. » Les jours suivants furent un enfer. Camille ne répondait ni à mes appels, ni à mes messages. J'allai jusqu'à son appartement dans le Marais, mais elle refusa de m'ouvrir. Je pouvais l'entendre pleurer derrière la porte, mais elle ne voulait pas me voir, ne voulait voir personne. Lucas m'appelait quotidiennement pour prendre des nouvelles. Étrangement, nous étions devenus alliés malgré nous, unis par notre désir de reconnecter avec Camille. Il m'envoya tous les documents que son détective avait récoltés, les preuves bancaires du fonds fiduciaire, les coordonnées de la banque suisse, l'acte de naissance de Claire Dubois. Je passais des nuits entières à étudier ces documents, cherchant un indice, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre. Pourquoi Henri avait-il fait tout ça? Pourquoi tant de mensonges? Quel était le but ultime? Une semaine après cette terrible nuit de Noël, Georges m'apporta le courrier du matin. Parmi les factures et les publicités, il y avait une enveloppe Kraft épaisse, sans adresse d'expéditeur. Juste mon nom écrit à la main. Je l'ouvris avec précaution. À l'intérieur se trouvait un DVD sans étiquette et une lettre manuscrite.
L'écriture était celle d'Henri. Je la reconnaissais immédiatement, cette cursive élégante qu'il avait perfectionnée durant ses années à Sciences Po. Ma main tremblait tellement que je dus m'asseoir pour lire. Ma très chère Véronique, si tu lis cette lettre, c'est que je suis mort. Et c'est que la vérité a éclaté, comme je savais qu'elle le ferait inévitablement. Je sais que tu me détestes en ce moment. Tu as toutes les raisons de le faire. J'ai été un mari indigne, un père indigne, un homme indigne. Mais avant de me condamner définitivement, je te prie de regarder le DVD 6 juin. Il contient une vidéo que j'ai enregistrée 2 semaines avant ma mort. J'y explique tout, absolument tout. Je ne cherche pas ton pardon, je ne le mérite pas, mais j'aimerais au moins que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Prends soin de Camille. Elle est la seule chose pure et belle que j'ai contribué à créer dans cette vie de mensonge. Avec tout l'amour dont je suis capable. Henri. Je fixai la lettre pendant de longues minutes, incapable de bouger. Henri. Cet homme que j'avais aimé, détesté, pleuré. Il avait prévu tout ça. Il avait su que ses secrets finiraient par éclater. Je me levai, marchai vers le salon où se trouvait le lecteur DVD, insérai le disque, m'assis sur le canapé, la télécommande tremblant dans ma main. Appuyai sur lecture. L'écran s'alluma. Henri apparut, assis dans son bureau. Celui dont la porte était restée fermée pendant 7 ans. Il portait son costume gris préféré. Ses cheveux étaient déjà blancs. Il avait maigri. Le cancer qui allait l'emporter 2 semaines plus tard était déjà visible dans ses yeux fatigués. « Bonjour Véronique, dit-il d'une voix calme. Si tu regardes ceci, c'est que tu sais tout, ou du moins une partie de la vérité. Laisse-moi te raconter le reste. » Il prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas celui que tu crois. Mon vrai nom n'est pas Henri Beaumont, c'est Henri Moreau. J'ai changé de nom légalement en 1985 avant de te rencontrer. » Mon cœur manqua un battement. Moreau. Comme Isabelle Moreau, sa prétendue maîtresse. Isabelle Moreau était ma sœur, Véronique. Ma demi-sœur, pour être précis. Nous avions le même père, mais pas la même mère. Elle était plus jeune que moi de 15 ans. Non, ce n'était pas possible. Quand elle est tombée enceinte en 1992, elle était terrifiée. Le père du bébé l'avait abandonnée. Notre père, un homme violent et alcoolique, voulait la forcer à avorter. Alors je l'ai aidée. Je l'ai installée à Lyon. J'ai payé pour tout. Et quand Lucas est né, je me suis fait passer pour son père pour protéger la réputation d'Isabelle. Mes mains couvraient ma bouche, retenant un cri. Lucas n'est pas mon fils, c'est mon neveu. Mais je l'aimais comme mon propre enfant. Je l'ai élevé à distance. J'ai financé ses études. Je lui ai donné tout ce que je pouvais sans révéler notre véritable lien. Mais pourquoi ? Murmurai-je à l'écran. Pourquoi mentir à ce point ? Comme s'il m'avait entendu, Henri continua. Tu te demandes pourquoi j'ai menti. Pourquoi je ne t'ai pas simplement dit la vérité ? Parce que j'avais honte, Véronique. Honte de mes origines. Mon père était un ouvrier brutal. Ma mère était morte quand j'avais 10 ans. J'avais construit toute ma carrière sur un mensonge, une nouvelle identité, une fausse biographie. Je ne pouvais pas risquer que la vérité soit découverte. Il marqua une pause, ses yeux se remplissant de larmes. Et puis, il y a eu Camille. Henri essuya ses yeux dans la vidéo, reprenant difficilement le contrôle de ses émotions. Je le voyais lutter contre les larmes, contre le poids des années de mensonges. En 1996, reprit-il d'une voix brisée, Isabelle m'a appelé en pleine nuit. Elle était hystérique. Une de ses collègues de travail, Claire Dubois, venait d'accoucher sous X. Cette jeune femme avait été violée lors d'un voyage d'affaires à Marseille. Elle ne voulait pas garder cet enfant, fruit d'un traumatisme insupportable. Je sentis les larmes couler sur mes joues. Camille, ma petite Camille, née d'une violence. Isabelle m'a supplié d'adopter cet enfant. Elle disait que c'était un signe, que nous pouvions donner une vie à cette petite fille innocente. J'ai refusé au début. C'était trop risqué, trop compliqué. Mais Isabelle a insisté. Elle m'a dit que si je ne le faisais pas, elle révélerait tout. Notre vrai nom, notre histoire, mes mensonges. Henri se pencha en avant, le visage dans ses mains. Alors, j'ai accepté. J'ai organisé l'adoption. J'ai falsifié des documents pour que tout semble légal et transparent.
et je t'ai convaincu, toi, Véronique, que nous devions adopter cet enfant, que c'était notre chance d'être parents. Il releva la tête, me regardant directement à travers l'écran. Et tu sais quoi? Ce fut la meilleure décision de ma vie. Camille. Notre Camille. Elle a illuminé notre existence. Je l'ai aimée plus que je n'ai jamais aimé quiconque, plus que ma propre vie. Sa voix se brisa complètement. Mais le poids des mensonges était insupportable. Chaque jour, je voyais cette petite fille grandir, devenir une femme magnifique, et je savais que je lui mentais, que je te mentais, que toute notre vie était construite sur du sable. Il prit une longue inspiration tremblante. Quand j'ai appris que j'avais un cancer en phase terminale, j'ai su que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas mourir en emportant tous ses secrets. Alors j'ai créé ce fonds fiduciaire pour Camille. J'ai préparé cette vidéo. J'ai laissé des indices dans mon bureau, dans mes documents, pour que la vérité puisse être découverte. Pourquoi? Murmurai-je à l'écran. Pourquoi ne pas simplement tout nous dire avant de mourir? Parce que j'étais un lâche, répondit Henri comme s'il lisait dans mes pensées. Je ne pouvais pas supporter l'idée de voir la déception dans vos yeux, la haine, le dégoût. Alors j'ai choisi la facilité, mourir dans l'illusion d'être un bon mari, un bon père, et laisser la vérité émerger après ma mort. Il se leva, s'approcha de la caméra. « Véronique, je sais que tu ne me pardonneras jamais. Et tu as raison. Mais s'il te plaît, ne laisse pas mes erreurs détruire ta relation avec Camille. Elle n'est pas responsable de mes mensonges. Elle est innocente, pure. Elle mérite d'être aimée, d'être heureuse. » Ces derniers mots furent à peine audibles. Dis-lui que je l'aimais, vraiment, de tout mon cœur. Et que si j'avais pu revenir en arrière, j'aurais tout fait différemment. Tout, sauf elle. Elle était la seule chose juste dans ma vie de mensonge. L'écran devint noir. Je restai assise sur le canapé, pétrifiée, les larmes ruisselant sur mon visage. Georges entra discrètement, posa une boîte de mouchoirs à côté de moi et repartit sans un mot. Je ne sais pas combien de temps je restai ainsi. Des heures peut-être, jusqu'à ce que mon téléphone vibre, un message de Lucas. Camille a accepté de me voir, demain, au jardin du Luxembourg. Voulez-vous venir? Je fixais le message longuement, puis je tapais ma réponse. Oui, soyez-y à 15 heures. J'apporte quelque chose qu'elle doit voir. Le lendemain, je me rendis au jardin du Luxembourg avec le DVD dans mon sac. Il faisait un froid glacial. La neige de Noël avait fondu, laissant place à un ciel gris métallique. Je trouvai Lucas assis sur un banc près de la fontaine Médicis. Il se leva en me voyant, le visage anxieux. « Elle n'est pas encore arrivée, » dit-il. Nous attendîmes en silence. Puis, au loin, je la vis. Camille, marchant lentement vers nous, emmitouflée dans son long manteau beige. Elle avait maigri. Ses yeux étaient cernés, mais elle était là. Elle s'arrêta à quelques mètres de nous. « Je vous écoute », dit-elle froidement. Je sortis le DVD de mon sac. « Ton père, Henri, a laissé ceci pour toi, pour nous. Il explique tout. » Elle fixa le disque sans bouger. « Je ne veux pas entendre ces excuses posthumes. Ce ne sont pas des excuses, c'est la vérité, toute la vérité. » Lucas s'avança doucement. « Camille, nous ne sommes pas frères et sœurs. Henri n'était ni ton père ni le mien. C'était mon oncle. Et toi? Tu es la fille d'une femme courageuse qui a choisi de te donner la vie malgré tout. » Camille le regarda, les larmes montant dans ses yeux. « Et ça change quoi? Nous sommes quand même liés par ces mensonges. »« Non, dis-je fermement. Nous sommes liés par l'amour. L'amour que nous avons les uns pour les autres. L'amour qui est réel, contrairement à tous ces mensonges. » Je m'approchai d'elle, posai doucement mes mains sur ses épaules. « Tu es ma fille, Camille. Pas par le sang, mais par choix, par amour. Et ça, personne ne pourra jamais le changer. » Elle s'effondra dans mes bras, sanglotant. Lucas nous rejoignit, nous enveloppant toutes les deux dans une étreinte désespérée et protectrice. Et là, au milieu de ce jardin hivernal, nous pleurâmes ensemble, pour les mensonges, pour les vérités, pour tout ce qui avait été perdu, et pour tout ce qui, peut-être, pourrait être reconstruit.